Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. En marge de la prestation de serment du président de la République démocratique du Congo, le président burundais Evariste Ndayishimiye a participé à une rencontre avec la jeunesse de ce pays dimanche. Dans son discours à la jeunesse congolaise, le président burundais Ndayishimiye a clairement appelé à la jeunesse du Rwanda soulevée contre son président en indiquant que c'est ce dernier qui constitue le problème pour la région. Cet appel intervient quelques temps après que son homologue de la RDC, le président Félix Tshisekedi, ait lancé un appel similaire en y ajoutant des insultes contre son homologue rwandais. Afin de comprendre ces deux sorties très médiatiques de deux dirigeants régionaux et leur motivation, la télévision rwandaise a tenu le micro à Maître Gatete Ruhumuriza Nyiringabo, analyste politique, avocat d'entreprise, consultant en gouvernance chez Gatete Views Law et PDG chez Future Logistics. Il est au micro de mon collègue Patrick Nilidandi. Alors en fait, cela peut être interprété par une crise économique dramatique, vraiment, que le Burundi est en train de traverser en ce moment. Alors on vit dans une région où les jeunes, où les peuples utilisent le Rwanda comme exemple pour montrer à leurs dirigeants qu'ils sont incapables. Cela pose une question politique de stabilité très importante, c'est-à-dire si les jeunes vont dire à leur chef d'État, mais pourquoi nous, l'électricité n'est pas garantie, l'eau n'est pas garantie, la santé n'est pas garantie. Maintenant, par exemple, en ce qui concerne le Burundi, ils n'ont pas de carburant dans les stations-service, etc. Donc, ils ont des problèmes de gouvernance, pour des raisons et d'autres, qui ne nous intéressent pas. Mais maintenant, ils utilisent le Rwanda parce qu'en fait, la seule façon de taire les critiques envers les chefs d'État incapables de la région, c'est que ces chefs d'État disent « nous ne sommes pas incapables, ce n'est pas nous, la faute n'est pas nous, c'est les autres. Les autres nous rendent la vie difficile. » Bon, évidemment, le Burundi ne va pas dire qu'on va voler des ressources naturelles chez eux. Alors, ils vont dire que le Rwanda appuie le Red Tabara. Mais Red Tabara, si vous avez une notion de base de géographie, vous vous rendrez compte qu'ils sont à 1000 km dans les collines entre le Rwanda et cet endroit-là. Il y a peut-être 50 groupes de peuples et c'est beaucoup plus proche de la frontière du Burundi que celle du Rwanda. Donc, il est très difficile qu'on puisse aller jusque-là. Pour que le Rwandais appuie le Red Tabara, il va falloir que le Rwandais traverse toute la RDC, tout le sud de la RDC, ou bien traverse le Burundi. Est-ce qu'ils ont attrapé un seul Rwandais en train d'attraper? Il n'y a même pas de route, ceci dit. Alors, mais, évidemment, il ne va pas apporter des preuves, il va le dire pour amuser la galerie. Mais quand il dit qu'il va aider aussi les jeunes dont il parle, c'est qui? Je ne sais pas si vous vous rappelez des jeunes qui ont posé des questions, qui ont fait des affirmations, etc. Ce sont les membres de FDLR, de Nyatura, des groupuscules terroristes qui terrorisent les gens, qui violent les gens en RDC. Il y en a même certaines personnes ont reconnu comme étant d'origine du Rwanda, oui, dans ce genre d'intervention. Oui. Mais quand il dit qu'il va aider les jeunes, de quels jeunes qu'il parle? Les jeunes rwandais sont soit à l'internat, soit à l'université, soit en Chine, soit au Japon, soit aux États-Unis. Là, on va aller les visiter d'ailleurs la semaine prochaine dans Rwanda Day. Les jeunes rwandais sont occupés à faire autre chose. Ils sont à Northskin en train de faire de coder, de faire de la technologie, Internet of Things, Artificial Intelligence, etc. Ils n'ont pas le temps d'écouter Ndayishimiye, of all people. Ndayishimiye, c'est le gars qui va prier pour des patates. Il photographie avec des patates comme ça en train de prier. Des jeunes Rwandais, ils l'ont laissé il y a très longtemps. Ils ont dépassé ce genre de populisme, de bassesse il y a très très longtemps. Bon, maintenant... Peut-être pour recadrer, il y a une question qui a été posée et certaines personnes auraient reconnu un monsieur dont la famille a joué un rôle dans le génocide ici, qui a posé des questions. Oui, il n'a pas posé de questions. La personne a fait des affirmations. Elle a dit, ouais, donc Kagame a tué 2 présidents, un Burundais et un Rwandais, a provoqué le génocide des Tutsis, ce qui est cynique, mais c'est une question, c'est connu de tous. Enfin, il y a même des Américains, des Canadiens qui écrivent des livres là-dessus, qui disent qu'il n'y a pas eu génocide, etc., alors que ceci est reconnu. Mais on n'est pas dans la raison, évidemment. Maintenant, le président burundais est dans une crise dramatique dans son pays, qu'il a causé lui-même, lui et son parti et leur façon de gouverner.
ils ont un problème de devises parce qu'ils sont sous embargo, il n'y a personne qui va en vacances. À part les Rwandais dont il dit qu'on va au lac Tanganyika, c'est vrai, mais on va au lac Tanganyika par charité. On nous a demandé ici, quand on était en train de normaliser les relations, d'aller dépenser un peu d'argent au Burundi. On a le lac Kivu. On aurait pu aller au lac Kivu. On va au Burundi dépenser un peu d'argent pour les aider parce qu'on veut... Ça ne nous intéresse pas une crise économique au Burundi. Il le sait, okay? Il le sait, mais il est en train de se dédouaner de cet art personnel. Mais maintenant, il le fait de manière aussi... comment je vais dire cynique? Non, grotesque, parce que il met le drapeau de l'Union africaine derrière lui et il se proclame, enfin, il a été en tout cas nommé représentant de la paix en Afrique. Alors, quelqu'un qui est représentant de la paix met un drapeau de l'Union africaine dont le Rwanda est membre et tient des propos qui vise le contraire de la paix. La guerre, un coup d'État au Rwanda. Il dit qu'il va aider les jeunes. Mais de quels jeunes il parle? Il parle des jeunes Ouazalendo. Il parle des jeunes, des jeunes Rwandais qui sont recrutés par leurs parents qui ont commis le génocide. C'est des jeunes qui sont là. Le Rwanda n'a pas de... Et réfugié qui veut. Vous savez, au Rwanda, on n'a pas besoin d'être réfugié. Si on veut rentrer au Rwanda, on rentre, les portes sont ouvertes. Les seuls qui ne peuvent pas rentrer sont ceux qui profitent justement du chaos en RDC. Bon, maintenant, ce que Ndayishimiye a dit, Tshisekedi l'a dit aussi. Évidemment, les jeunes de la salle l'ont applaudi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi arrive au pouvoir la première fois. La seconde fois aussi, vous avez vu dans les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir, il n'a pas été élu. S'il y a eu un hold-up public. Mais la première fois, il a été tout simplement nommé. Ce que les Français vont appeler un arrangement à l'africaine. En fait, la RDC est championne de nous donner une mauvaise image de l'Afrique. Mais maintenant, il arrive au pouvoir, il se rend compte que la personne qui avait gagné, qui s'appelait Martin Fayoulou, avait fait toute sa campagne sur le dos de attiser un climat anti-rwandais, anti-Tutsi, anti-rwandais. C'est lors de la première élection où on a seulement volé les élections à Fayoulou et donné à M. Tshisekedi. Maintenant, cette fois-ci, il a fait aussi sa campagne. Vous savez, quand on fait une campagne électorale, on amène un manifestant, on montre des programmes, je veux construire ci, je veux construire ça. Évidemment, il ne pouvait pas faire ça parce que la première fois quand il est arrivé au pouvoir, il a promis toute une palette de projets à réaliser. Il n'en a jamais réalisé un seul. Maintenant, quand il dit qu'il va faire la gratuité de l'enseignement, mais il faut des écoles. Gratuité de la santé, mais il faut si le premier centre de santé est à 100 km à pied, parce qu'il n'y a pas de route, comment vous pouvez dire que vous allez faire etc. Donc, c'est une sorte d'insolite permanent dans lequel ils vivent. C'est un cas d'école politique. Maintenant, quand Ndayishimiye fait ça, donc Ndayishimiye s'aperçoit qu'il n'a pas de devises, il en a besoin pour se procurer de l'essence, du carburant. Alors, il dit à Tshisekedi, moi, je vais te donner des militaires qui vont faire office de mercenaire en RDC, moyennant que tu me donnes un peu d'argent pour que je réanime mon économie. C'est là, on a vu ça, on n'a eu aucun problème, parce que c'est un problème congolais. Maintenant, il envoie des militaires, alors qu'il est président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, facilitateur des négociations entre la RDC et leurs groupes armés, notamment le M23, il envoie des militaires aller combattre le M23. Les 10 militaires vont aller se faire battre sur les champs de bataille, et beaucoup de militaires burundais vont être faits otages, prisonniers de guerre. Alors pour se dédouaner, les généraux burundais vont dire à Ndayishimiye, ou en tout cas Ndayishimiye aussi va dire à son peuple, que non, on ne s'est pas fait battre par le M23, c'est en fait le Rwanda qui s'est battu contre nous. Mais cela n'est pas vrai. D'abord, pourquoi vous êtes allé vous battre avec plus fort que vous, mais ensuite, comme vous êtes facilitateur de la paix, pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre rôle? En fait, le problème, c'est qu'il usurpe les rôles qu'on lui donne en Afrique. Premier rôle, en Afrique de l'Est, il était facilitateur de la paix en RDC. Il est devenu belligérant dans le conflit. Donc un facilitateur qui devient belligérant, vous voyez que ça ne va pas. Deuxièmement, il est nommé à l'Union africaine comme mandataire de la paix. Il vient, il met le drapeau de l'Union africaine derrière lui et il commence à parler de la guerre et des coups d'État, déstabiliser les États membres. En fait, c'est un manque de
acte de base, mais de base, vous voyez. Un maire d'un village au Rwanda ne ferait pas une chose pareille. Donc on est dans un délire complètement... Et puis ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est qu'ils disent, ils ne font rien. Tshisekedi a dit qu'au moins de l'escarmouche, vous vous souvenez? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit? Donc en fait, il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui parlent, il y a d'autres qui agissent. Eux, ils parlent. Et on en a l'habitude, c'est pas la première fois. Le prédécesseur de Ndayishimiye, qui s'appelait Nkurunziza, a dit qu'ils vont nous attaquer aussi, etc. On est encore là. On va bientôt, dans 2-3 mois, fêter nos 30 ans de paix tranquillement et de développement. Mais donc le problème qui est dans cette région, qui va rester, c'est un problème qui va demeurer, c'est le fait que le système de gouvernance du Rwanda, un petit pays à côté du Grand Congo, soi-disant riche, puisse être capable de se stabiliser et de se développer au fur et à mesure, alors que le peuple des pays avoisinants voit une sorte de régression dans leur pays. Alors ils demandent à leurs dirigeants, mais vous êtes des incapables. Pourquoi vous ne faites pas la même chose que les Rwandais? Ils disent non, les Rwandais, en fait, ils ne se développent pas, c'est faux. Ou bien les Rwandais, ils nous volent nos ressources, c'est comme ça qu'ils se développent. Mais chaque année, il y a des rapports qui sortent de grands exploitants de minerais au Congo. Il n'y a jamais le Rwanda, il n'y a jamais des Rwandais, des boîtes rwandaises ou des Rwandais qui sont là. À Rutshuru et à Masisi, là où le M23 se trouve, je m'y suis rendu. Il n'y a pas de mines, il y a des vaches et des arbres et des forêts. Mais alors les dirigeants de la région ont un problème de stabilité politique parce qu'ils vivent à côté d'un pays assez dynamique et qui fait des choses qui sont assez visibles. Visite Rwanda, c'est une campagne qui réussit à peu près, organiser des fêtes internationales ici, cela déstabilise politiquement les voisins. Ah, donc la meilleure façon de se maintenir au pouvoir, c'est de créer une sorte d'animosité dans leur peuple contre le Rwanda. Comme ça, le peuple est distrait des vrais problèmes, dans le sens, ils ne se plaignent plus du fait qu'ils n'ont pas d'électricité et d'eau potable, ils ne se plaignent plus qu'ils n'ont pas d'essence, ils ne se plaignent plus qu'ils n'ont pas de sécurité. Ils commencent à accuser le Rwanda, ça devient une sorte de culte national, de la bêtise en fait. Pour la 19e fois, le Rwanda organise le Conseil national au Mushikirano les 23 et 24 janvier courants. Ceux qui participent au dit Conseil depuis des années affirment que cette plateforme est une excellente opportunité de réponse aux défis socio-économiques du pays, une particularité du Rwanda qui fait la fierté de la nation. Le point avec Jean-Damascène Manching. Le Conseil national Mushikirano réunit autour du président de la République les Rwandais de tous les échelons, des représentants de la population aux instances de base jusqu'aux hautes autorités du pays. Les citoyens ordinaires trouvaient l'occasion de s'exprimer devant le chef de l'État, présentent les réalisations attentes et le développement acquis tout en soulevant les défis qui peuvent compromettre encore leur développement. Pour Madame Rosine Kamagajou, qui participe à ce conseil depuis longtemps, un tel rassemblement est capital dans la vie de la nation. C'est vraiment un événement qui est très très important aux yeux de tous les Rwandais parce qu'on se sent aussi important, on se sent acteur du développement de notre pays. On ne peut pas rester main croisée comme ça. Chaque personne doit contribuer, que ce soit donner des idées ou contribuer de n'importe quelle façon, mais c'est un événement qui est vraiment important pour tous les Rwandais et qui est apprécié dans le monde entier quand on voit qu'on peut intervenir et donner une idée ou poser la question pour quelqu'un qui n'a pas bien travaillé, qui n'a pas accompli ses fonctions. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour le moment et dans l'avenir, qui est une image qui est très positive pour nous. Madame Rosine estime que cette particularité du Rwanda fait aussi la joie des amis du pays qui suivent de près la gouvernance du Rwanda. Ils sont vraiment très très impressionnés. On a déjà vu d'autres. Moi, je suis mariée avec un Français qui est actuellement rwandais, mais mes amis aussi qui sont dans la même situation que moi, les maris ou les époux, ils sont toujours impressionnés et dire mais comment est-ce qu'on est arrivé à impliquer tout le monde? Parce que c'est vraiment tout le monde qui est impliqué dans notre développement du pays et qui peut apporter une solution, qui peut critiquer aussi quand il faut critiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas ailleurs. Parce que nous, on nous donne l'occasion de dire ce qui ne va pas ou ce qui va très bien.
Le Conseil national Mushikirano est l'une des plateformes qui permettent à la diaspora rwandaise de participer activement aux efforts de reconstruction et de développement du Rwanda. La diaspora est mise en valeur et vraiment à juste titre parce que la diaspora contribue économiquement, socialement et la diaspora aussi travaille sur l'image du pays parce que vous savez bien qu'il y a d'autres personnes qui essaient de salir l'image de notre pays. La diaspora essaie vraiment de se battre de ce côté-là pour montrer la vraie réalité de notre pays. Donc la diaspora a un rôle très très important aussi dans le développement dans tous les domaines de notre pays. Pour ceux qui s'apprêtent à participer à la 19e édition du Conseil national Mushikirano, la confiance est totale quant à une large place qui sera accordée aux jeunes tout au long de ce rassemblement, vu que ces derniers constituent une majorité de la population rwandaise et qui de ce fait tiennent à main l'avenir du Rwanda. Ah, mais attends, je pense que j'aimais bien que la jeunesse s'implique encore plus, parce que c'est le Rwanda de demain. Ça serait bien vraiment que la jeunesse s'implique dans cet événement de Mushikirano et que dans l'avenir, vraiment, la jeunesse soit invitée, que ça soit... Je pense qu'ils sont déjà... La jeunesse est déjà invitée, mais que beaucoup de jeunes, que ce soit ici au Rwanda et la jeunesse de la diaspora, soient aussi impliqués dans ce travail. Ce Conseil national Mushikirano intervient alors que le Rwanda compte des événements d'une importance particulière cette année, tels que la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda et les présidentielles prévues en juillet prochain. On ne change pas d'angle, on reste avec la jeunesse pour parler du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'art qui estime que ce sont les études qui constituent la clé ouvrant les portes de la richesse et du développement et exhorte les jeunes à surtout faire des études en rapport avec l'enseignement technique quand bien même ils auraient des diplômes universitaires. Indication faite à Kigali à la clôture du programme Career Orientation Fair qui s'est déroulé dans toutes les provinces du pays. Kassim Youssouf. Au cours du programme Career Orientation Fair, différents entrepreneurs ont pris le temps de s'entretenir avec environ 1 millier de jeunes en provenance de tous les districts de la ville de Kigali pour leur fournir des connaissances qui les aideraient à rivaliser sur le marché du travail et leur présenter les opportunités disponibles et comment les exploiter. Certains jeunes inscrits dans différentes universités ont à cette occasion indiqué qu'en parallèle avec leurs études, ils vont aussi faire l'enseignement technique et professionnel. Je vais chercher un métier à faire en soutien des études que j'effectue, que je puisse me servir de mes mains partout où je suis en me servant de mes outils et de mes mains avec justesse. Le métier que j'apprécie beaucoup et que j'ai toujours admiré, c'est la préparation du café. C'est ce que je vais maintenant apprendre et tout savoir pour que je puisse accomplir ce métier dans les normes internationales. Le ministre de la Jeunesse et de la Promotion des Arts, le docteur Otomatkishima Abdallah, estime qu'après leurs études secondaires et universitaires, les jeunes devraient également apprendre différents métiers car ce sont les études qui constituent la clé permettant l'ouverture des portes de la richesse. Si vous étudiez par exemple la chimie, apprenez comment faire la peinture d'une maison afin que pendant les vacances, vous trouviez une occupation génératrice de revenus. Apprenez la construction, la coiffure et même la soudure. Notre souhait est que lorsque vous terminez l'école secondaire, vous ayez des connaissances générales, mais également un bagage technique pour les travaux manuels. À ceux qui terminent les études universitaires, par exemple en comptabilité, il faut y ajouter d'autres connaissances d'ordre technique.
Les jeunes qui ont participé au programme Career Orientation Fair comprennent des étudiants à l'université et aux instituts d'enseignement supérieur, des élèves au secondaire, des leaders dans les organes administratifs des jeunes, des acteurs du secteur privé, des entrepreneurs et autres. Ce programme, qui s'est déroulé dans toutes les provinces du pays, a concerné environ 8000 jeunes. Les observateurs avisés de la politique africaine estiment que la jeunesse africaine, qui constitue donc la majorité de la population, doit être suffisamment outillée pour contribuer au développement intégral du continent. C'est en tout cas le point de vue de la ministre centrafricaine du Travail. La jeunesse africaine a besoin d'être inspirée, a besoin des modèles. La jeunesse africaine a besoin qu'on leur crée des opportunités, qu'on leur crée des environnements pour qu'ils puissent s'épanouir. Et cela passe par beaucoup de choses. J'aimerais soulever là l'aspect formation, parce qu'il faut qu'on arrive à favoriser leur employabilité déjà. L'employabilité va passer par la formation professionnelle. Et ensuite les insérer. Les insérer soit dans les entreprises, soit à travers l'auto-emploi. Alors, c'est normal, je dirais c'est normal, mais la jeunesse cherche à s'en sortir et ils pensent que l'herbe est toujours verte ailleurs. Mais c'est à nous les responsables des pays, de les accompagner, de leur tenir la main pour leur dire que le meilleur continent, c'est le continent africain. Parce que le continent africain est très riche. Maintenant, c'est à nous, Africains, de nous organiser, de nous donner les moyens de nos politiques, de faire ce qu'il faut pour développer notre continent. Si notre continent est développé, nous allons bâtir des hommes et des femmes pour mieux gérer notre continent. Alors, à mon avis, il faut former les jeunes. Ceux qui ne sont pas formés, il faut les accompagner à travers l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, des activités génératrices de revenus. Et s'ils trouvent leur compte, s'ils sont épanouis, je ne vois pas pourquoi ils iront ailleurs pour essayer de chercher l'herbe qui est plus verte. Merci beaucoup à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikomasavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.